tel un mauvais joueur de cartes, je vais commencer la partie en abattant un de mes principaux atouts, mais ce sera pour mieux montrer à quel point mon personnage principal que vous voyez ici sur l'écran est fait sur mesure pour le colloque qui nous réunit. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero, donc, qui promet une première greffe de tête humaine d'ici la fin 2017, ne cache pas du tout sa soif d'immortalité. Elle a même fait son chemin jusqu'au titre des 2 principaux livres de vulgarisation qu'il a publiés depuis 2013, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et c'est aussi faufilé ailleurs dans ses travaux, parfois de façon un peu plus subtile, comme on le verra. Et c'est un choix qui est quand même pas banal. Parce qu'après tout, le commerce entre la quête d'immortalité et la pratique scientifique a une longue histoire, mais il n'a pas la meilleure réputation. Dans la mesure où les savants qui la mettent de l'avant sont souvent observés avec méfiance, pour dire le moins, ceux et celles qui osent, comme Canavero, sont assez rares. Les raisons de taire une ambition comme celle-là ne manquent pas. Certes, on s'entend avoir dans le progrès scientifique une opportunité remarquable pour améliorer le sort de l'humain, en l'aidant notamment à guérir de ses maladies, qu'elles soient physiques ou psychologiques, grâce à des traitements, des médicaments appropriés. Mais la volonté d'affirmer, voire de défier, voire de défier la mort elle-même, a de quoi inquiéter, comme si on franchissait alors la limite de l'acceptable. Et peut-être faut-il y voir encore aujourd'hui un tabou assez puissant. C'est un sujet qui est partout, qui est toujours là, mais dont il est préférable de ne pas parler, ou quand on le fait, en tout cas, mieux vaut l'approcher avec gêne ou humilité, plutôt qu'avec l'ambition fracassante dont font preuve des scientifiques de pointe, ou des gens comme Canavero, qui soient fictifs ou réels. Parce qu'on va reparler du lien entre la science et la fiction. Et on peut aller plus loin là-dessus aussi, c'est que les savants qui ont ouvertement assumé cette ambition-là, de vaincre la mort, ont presque tous reçu l'épithète de fou, surtout dans les fictions. Et là, Frankenstein va être très présent aujourd'hui. On a vu jusqu'à maintenant, puis on va le voir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, entre autres exemples, on peut penser bien sûr au personnage titre du Frankenstein de Mary Shelley, qui a absolument fasciné Canavero, comme on va le voir tout à l'heure, qui tente de créer la vie de manière artificielle à partir d'un morceau de cadavre humain. Et dans la première adaptation cinématographique de 1931, un des passages les plus souvent repris, c'est justement l'exclamation du scientifique « It's alive », donc qui est un moment charnière, qui souligne le miracle d'avoir ramené à la vie un amoncellement de cadavres et d'avoir ainsi vaincu la mort. C'était déjà une grande victoire fictive. Et sans négliger l'intersection décisive de la vie et de la mort, je pense qu'on ne peut pas faire autrement dans un colloque comme celui-ci, j'aimerais aborder aujourd'hui la quête d'immortalité en m'installant à une autre intersection décisive, celle de la science et de la fiction. Je vais aborder le projet d'un véritable scientifique qui a plusieurs fois affirmé son intention de fouler la mort. Donc, quelqu'un qui existe... Ah, je l'ai mis finalement. On en parlait ce matin de cette image. Donc, c'est un vrai personnage, même si je sais qu'il ressemble un peu à de la fiction par moment. Dr Canavero, principal maître d'œuvre, mais non le seul, du projet d'une greffe de tête humaine. Et je le dis tout de suite, on peut parler aussi d'une greffe de corps, ce qui serait plus approprié ici, parce qu'on nomme les greffes d'après ce qui est reçu, ce qui est donné. Et ici, c'est la tête vivante va recevoir un corps, et non pas recevoir une tête. Mais je ne vais pas seulement parler du docteur Canavero, parce que son projet est vraiment débordé, en amont comme en aval, par la fiction. Il y a des fictions qui paraissent anticiper le projet. Ça, j'ai un petit peu moins parlé, mais ce projet scientifique, à son tour, a nourri plusieurs fictions depuis le début de sa couverture médiatique en juin 2013. Et sans surprise, c'est des fictions qui sont, elles aussi, traversées par le thème de l'immortalité, comme un reflet du projet scientifique qui leur sert de source. Mais avant d'arriver à la fiction, je veux revenir sur les liens entre le projet scientifique lui-même et du docteur Canavero et la quête d'immortalité, qui sont à la fois très clairs, on l'a vu tantôt dans les titres des livres, mais qui sont aussi controversés, qui font leur chemin dans le projet de plusieurs manières. Donc la quête n'est pas métaphorique, il faut le comprendre d'emblée, chez Sergio Canavero. Donc il n'est pas inutile de rappeler que, tantôt j'ai parlé des livres de vulgarisation qui ont paru depuis 2013, mais l'article inaugural, qui a tout commencé en ce qui a trait à la couverture, c'était publié dans le Surgical Neurology International, s'intitule, là je vais m'essayer, c'est un peu élaboré comme titre, c'est le premier mot moi qui m'intéresse le plus, Heaven, the Head Anastomosis Venture Project Outline for the First Human Head Transplantation with Spinal Linkage.
Gemini. Donc c'est sûr que c'est Heaven ici qui m'intéresse. La référence religieuse au paradis est certainement pas anodine, surtout quand on la replace dans le débat plus large concernant la confrontation entre la science et la mort. Notons que les travaux du docteur Canavero et ceux de ses prédécesseurs scientifiques aussi n'ont jamais entraîné l'assentiment des membres du clergé. Au contraire, on voit là-dedans, au contraire, des greffes radicales qui transgressent des frontières qui ont été établies, entre autres instances, par la religion, en ce qui concerne la mort en particulier, mais le corps aussi, compris dans l'horizon d'une nature créée. Donc c'est sûr que des manipulations comme ça soulèvent des réserves. On constate en tout cas que la rébellion prométhéenne, qui est associée à Frankenstein aussi, contre les limites traditionnellement imposées au savoir est fortement assumée par Canavero, envers et contre tout pouvoir, qu'il soit religieux ou autre. Donc, je vais revenir une nouvelle fois au titre anglais de certains de ces livres qui sont assez déterminants là-dessus. Donc, il y en a un qui s'appelle Head Transplantation and the Quest for Immortality, qui est assez clair, et Immortal, et dont le sous-titre, cette fois-ci, est quand même intéressant. Why Consciousness is not in the brain. Presque à mettre l'emphase des majuscules. C'est des statuts Facebook masqués. Parce que dans ce sous-titre-là, au fond, Canavero, il va un peu à l'encontre du discours dominant dans les discours scientifiques et philosophiques sur le projet, où on installe généralement l'identité dans la tête et le cerveau. Mais là, le sous-titre semble sous-entendre que c'est pas ça. Donc, il faut en parler parce que la quête d'immortalité est vraiment transparente dans ces deux livres-là, mais aussi pour identifier un aspect quand même étonnant de la stratégie de Canavero pour communiquer son projet, parce qu'il ne trouve pas seulement ses prédécesseurs dans la science, mais aussi, je dirais même surtout, parce que moi c'est surtout ces sources-là qui m'intéressent, dans la littérature. Et il ouvre d'ailleurs le premier de ces deux livres-là, donc Head Transplantation, avec une longue citation et discussion d'un personnage de Frankenstein, encore une fois, et il choisit significativement un passage qui soulève des questions importantes relatives à la vie et à la mort. Et le mystère qui émane de ces questions, selon Victor Frankenstein dans l'extrait qui est cité, est moins dû aux thèmes eux-mêmes qu'à une sorte de gêne éprouvée par la scientifique. Donc il y a des grands projets scientifiques qui sont freinés par lâcheté ou par insouciance quand on préfère se soumettre à une morale conservatrice. Or, comme on le sait, loin d'accepter les limites de ce type-là, Frankenstein, dans son moment prométhéen par excellence, préfère briser les chaînes de la nature et créer la vie de manière artificielle. Et Canavero exploite énormément l'imaginaire frankensteinien dans son discours. Ici, on voit un extrait d'un de ses TED Talks, donc ces espèces de conférences, spectacles qui plaisent beaucoup à Canavero. On voit que l'imagerie est utilisée ici. Je vais revenir tantôt sur... Il y a même des collègues de Canavero qui semblent obsédés par cette référence-là, parfois en étant à l'aise avec elle et parfois aussi en l'étant un petit peu moins. Mais c'est clair que Canavero a la même ambition que Frankenstein. Donc lui, il fait partie de ceux qui s'en réclament ouvertement. Il n'est pas gêné d'être approché d'un savant soi-disant fou. Et c'est un trait qui est admirablement repris en 2015 par Hubert Haddad dans son roman « Corps désirable », qui est fortement inspiré par Canavero et son projet. Donc je vais revenir un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais je vais citer deux petits passages de Corps désirable dans lesquels le personnage de chirurgien du roman s'exclame d'abord « Nous sommes des Prométhées modernes ». Donc c'est comme une manière d'assumer cette filiation-là. Et il va revenir sur sa parole une page plus loin en disant « Personne n'oserait nous apparenter au docteur Frankenstein ». Donc il y a comme une espèce d'hésitation là-dessus qui, moi, me semble assez significative, qui est un beau reflet aussi de ce qu'on observe dans le projet scientifique, qui implique à la fois le désir d'immortalité et la conscience aiguë que ce désir-là est mal perçu, parce que c'est rattaché à une longue tradition de savants fous prométhéens, dont Frankenstein est un emblème très puissant. Et, comme je le disais tantôt, on observe une certaine ambivalence aussi chez les collègues de Canavero qui participent au projet, notamment le chirurgien chinois Xiaoping Ren, qui est devenu un peu le personnage principal, le co-personnage principal depuis 2016, qui est un petit peu tempéré, mais qui est souvent comparé lui aussi à Frankenstein, comme on le voit ici, qui est obsédé par le symbolisme frankensteinien. Il a même questionné les journalistes là-dessus, allant au-devant parfois de ce qui est demandé. Je me suis aperçu d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, le placement de produits, la pub de construction, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va reconstruire la tête, mais c'est un exemple de pub super bien placé. Mais je n'ai pas voulu éditer ça, c'était bien correct comme ça.
Donc, Canavero assume l'héritage frankensteinien quand il analyse un passage du roman de Shelley, mais il reprend aussi à son compte un manifeste associé au jeune milliardaire russe Dmitri Itzkov, qui est bien réel, celui-là, qui se donne pour tâche d'éliminer la mort dans une sorte d'immortalité cybernétique. Et en 2011, donc, il a fondé l'organisation à but non lucratif Initiative 2045, dont on voit une image ici, un programme visant à élaborer une technologie de pointe qui parviendra à garantir la vie éternelle d'ici 30 ans. Toute petite ambition. Et cela, je ne vais pas essayer de résumer tous les tenants et les aboutissants de ce projet-là, mais selon un des modèles considérés par ce projet pour atteindre l'immortalité, on retrouve 4 avatars, ou corps artificiellement construits. Il y a une copie robot du corps humain qui répondra à des directives mentales prévues pour 2020. Donc, un petit échéancier quand même progressif. Un corps robot dans lequel on transplanterait un cerveau humain pour 2025. Donc, on est un peu plus patient que Canavero, qui promet quelque chose cette année. Un corps robot, ensuite, possédant un cerveau humain dans lequel on téléchargerait la personnalité de quelqu'un en fin de vie pour 2035. Et enfin, un corps robot hologramme d'ici 2045. Donc, sans faire partie de l'équipe d'Itzkov de façon nominale, le docteur Canavero s'insère volontiers, parce qu'il s'y réfère quand même, dans sa foulée avec son propre projet, et il est surtout proche des experts en transplantation qui en font partie. On y trouve aussi des spécialistes de la robotique, c'est un projet qui est très interdisciplinaire. Et il emprunte aussi à ce projet-là des aspects transhumanistes assez importants, on vient d'ailleurs d'en parler. Donc, animé par le même optimisme qu'Itzkov, après tout, il entrevoit pendant ce siècle, Canavero, une greffe de tête, ça c'est sûr qu'il la voit plus tôt, qui, au sens strict, va solliciter un seul corps. Parce qu'il se dit, à un moment donné, le clonage va permettre éventuellement de dupliquer notre jeune corps. Et quant à elle, la tête coiffant notre corps malade et vieillissant sera tout simplement greffée au clone. C'est aussi simple que ça. Puis on va récupérer 40 ans de vie supplémentaire dans un cycle théoriquement infini. C'est très optimiste. Donc c'est quand il se rapproche d'Itzkov que Canavero ressemble le plus à un transhumaniste bon chic, bon genre, qui construit un pont entre sa médecine aventureuse et la transformation profonde du corps humain par la technologie. Donc, si vous n'avez pas été complètement convaincu par l'initiative 2045, ça veut dire que vous êtes un public difficile, mais vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a pas tant de gens que ça qui sont convaincus. Plusieurs scientifiques ont exprimé un certain scepticisme à propos de toute cette entreprise-là, estimant que ces étapes n'allaient pas autant de soi qu'on voudrait nous le faire croire. Il y en a d'autres quand même qui ont voulu tempérer le caractère étrange de l'initiative en disant qu'il n'y avait rien là de plus bizarre que les greffes de foie, de cœur, de rein qui effrayaient jadis. Et ça, c'est un argument d'ailleurs qui revient assez souvent chez les défenseurs du projet de Canavero. En disant là, il y a un yuck factor, comme on dit en anglais, qui est un écœurement initial qu'on a déjà ressenti pour des chirurgies qui semblaient impossibles ou effrayantes et qui sont monnaie courante aujourd'hui. Donc, quoi qu'on en pense sur le plan scientifique, l'initiative 2045 conserve sa pertinence ici, dans la mesure où elle présente une quête d'immortalité qui s'installe quelque part entre la science et la fiction, si on veut la regarder quand même d'un œil critique. C'est également le cas d'un certain nombre d'œuvres littéraires écrites dans la foulée du projet d'une greffe peut-être humaine de Sergio Canavero. Donc, je vais revenir un petit peu sur Corps désirable, ce roman-là, mais là en mettant l'accent sur le thème de l'immortalité. Donc, pour moi, c'est le cas le plus intéressant dans les fictions inspirées par Canavero, tant pour sa qualité littéraire que pour ses emprunts vraiment directs à l'actualité. Donc, il porte sur le même genre de greffe dont Canavero parle depuis 2013 et dont le personnage principal s'appelle Giorgio Cadavero, qui est qui devrait vous rappeler quelqu'un. Donc, il y a une petite entorse ici dans le nom pour évoquer le rapport au cadavre qui est déjà là chez Frankenstein d'abord, mais chez les greffeurs aventureux ensuite. Et donc, c'est un nom qui ramène à l'avant-plan le fait que la greffe ferait volontiers avec la mort, ce qui est intéressant ici. Et plus encore, c'est sûr que la greffe implique souvent, mais pas toujours, une transaction corporelle allant d'une personne morte vers une vivante. Et si bien des histoires de greffe font grand cas des prouesses réalisées par les chirurgiens, Corps désirable fait plutôt le pari d'être le roman de la créature, ou du monstre, pour parler en termes frankensteiniens. En effet, le personnage principal, c'est pas vraiment le chirurgien qui disparaît ou presque après le premier tiers, mais Cédric Erg, dont la tête est greffée d'urgence sur un autre corps après un accident de bateau. Et ce qui choque et confond le plus son père, à ce personnage-là, de Cédric dans le roman, c'est pas que son fils continue à vivre et qu'on l'ait tiré de la mort in extremis,
c'est plutôt qu'il y aura une brisure définitive entre sa future descendance et son propre sang. Donc le père estime que ce n'est pas son fils qui va engendrer des enfants, mais le corps d'accueil, qui au sens strict ne fait pas partie de la famille. Ce n'est pas du tout lié à ce qui a précédé. C'est une brisure qui avait déjà été annoncée avant même la chirurgie, parce que dans son activité professionnelle, Cédric Erg emploie un pseudonyme. Donc il abandonne le patronyme familial, ce que son père avait déjà ressenti comme une première rupture, une première trahison. Et cette confrontation-là entre Cédric et son père ramène à l'avant-plan le casse-tête composé par la greffe en général et par la greffe d'une tête ou d'un corps, comme vous voulez, en particulier, qui, au juste, sera la personne greffée. Donc, est-ce que ça va rester la même personne? Est-ce que ça va en devenir une autre au contact de ce qui est reçu dans la greffe? Donc, les questions soulevées par de telles chirurgies peuvent recevoir plusieurs formulations et variations, mais elles s'en tiennent à une interrogation récurrente et qui va m'occuper d'ici la fin de ma communication par rapport à ce qu'il y avait avant la greffe. Est-ce qu'il y a continuité ou rupture? Parce que je pense que le thème de l'immortalité a beaucoup à voir avec ça. Donc, si cette question se pose constamment, je vais avancer un petit peu, dans les discours, parce que là j'avais un exemple de greffe de visage, parce que ce n'est pas exactement mon sujet, mais il me semble que dans les greffes plus extrêmes, la question justement de la continuité est encore plus frappante, surtout que c'est lié aussi au thème d'identité. Si cette question se pose constamment dans les discours sur les greffes, elle prend une acuité singulière quand on la place dans l'horizon du thème de l'immortalité. C'est que l'immortalité, que je vais seulement aborder sous l'angle de la greffe ici, donc il y a plein de pans que je laisse de côté, qui sont abordés par d'autres communications aussi, a comme caractéristique fondamentale la continuité dans l'être. La vie d'une seule et même personne, donc il n'est pas question ici d'une immortalité à relais, elle doit être perçue, vécue dans le sujet immortel. Et c'est une continuité qui, a été analysée sous plusieurs angles depuis quelques années. Parfois on parle de continuité physique, ou digitale, ou numérique, la continuité de l'expérience. Souvent aussi on parle de la continuité de la conscience. Justement, un des livres de Canavero s'interrogeait justement là-dessus. Où est la conscience? Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Or, la continuité est mise à mal dans bien des fictions sur le thème de la greffe. Des fictions qui se plaisent plutôt à accentuer le gouffre entre les deux instances de la personne greffée. Là, c'est des exemples qu'on reprend souvent, je vais les évoquer rapidement, mais Les Mains d'Orlac de Maurice Renard, qui est un des premiers exemples de ça. Un pianiste se fait greffer les mains d'un criminel, et a l'impression qu'on l'accuse de crime parce qu'on trouve les empreintes sur place, et a l'impression de ne pas agir par lui-même, mais agir selon le propriétaire originel du greffon. Le film Body Parts aussi, qui est dans le même imaginaire, de 91. 3 hommes à qui on a greffé des parties du corps d'un criminel, c'est toujours un criminel presque dans la question, acquièrent des talents qu'ils ne possédaient pas auparavant. Donc il y a encore là cette idée de la rupture. Et Corps désirable, d'ailleurs, s'insère dans cette foulée-là, parce que tard dans le roman, Cédric Erg se sent progressivement investi par son nouveau corps. Il a l'impression de conduire à 4 mains. Et il parle de lui-même à la 3e personne. Donc c'est souvent la rupture qui l'emporte dans les fictions, comme si la possibilité même d'une véritable immortalité était rongée de l'intérieur. Et les motifs de ces ruptures sont souvent dramatiques, parce que les intrigues sont construites autour de conflits, et l'idée d'un être humain divisé dans son corps même, mais pas seulement par le biais de la métaphore, c'est beaucoup plus prometteur qu'un personnage infaillible, en tout cas pour construire des conflits. Puis même là, je prends l'exemple de Strangelove, qu'on associe plutôt au syndrome de la main étrangère, qui n'est pas une greffe, mais qui suppose encore une sorte de lutte de soi-même avec son propre corps, en offre un autre exemple de ça. C'est comme une division intérieure. Donc dans les discours sur les greffes réelles, par contre, surtout ceux de la médecine, y compris pour des greffes extrêmes comme celle que Canavero veut faire, c'est plutôt la continuité qui l'emporte. Donc il n'y a aucun médecin, y compris Canavero, qui a intérêt à accentuer le caractère hybride et morcelé de la personne greffée. Au contraire, on voudra lui garantir une existence cohérente, sans heurts ni rupture. Et si l'immortalité et la continuité sont à ce point liés, comme je l'ai vu quand même rapidement, c'est donc qu'on assiste peut-être à une sorte de revirement de situation. Puis je vais conclure sur ces remarques-là. Donc la fiction, comme on le sait, est un laboratoire assez remarquable pour explorer, entre autres choses, des situations extrêmes, assez fantastiques. Et elle est souvent le lieu d'événements profondément étranges qui, déliés de la vraisemblance la plus stricte, peuvent imaginer l'impossible plus facilement.
Or, en insistant sur la rupture, donc sur la division intérieure de la personne greffée, il y a beaucoup de fiction sur la greffe qui multiplie les obstacles contre ce thème impossible qu'est l'immortalité. Et à certains égards, c'est peut-être le réel, donc les projets scientifiques existants, qui offrent un décor plus propice à l'heure actuelle en insistant à chaque fois ou presque sur la cohérence de la trajectoire du greffé. Peut-être par erreur, mais là je m'en tiens plus sur les discours qui sont prononcés, et donc sur la possibilité de persister dans l'être, ce qui pourrait être une condition d'immortalité. Et c'est possiblement un argument en faveur de l'ambition pourtant si remuante et dérangeante de Canavero, qui s'efforce, malgré son projet étrange, de minimiser la rupture dans l'identité pré- et post-chirurgie. Donc, ce qui voudrait dire que Sergio Canavero est peut-être pas aussi étrange qu'il n'y paraît. Ça, je vais laisser l'année qui s'en vient en décider, parce qu'il nous a promis beaucoup de choses. Donc, ça reste à voir et je vais terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup.